Salut tout le monde, et ben on est aujourd'hui donc à côté de Châteaubriand, chez Pierre Inard, donc qui est un éleveur qu'on va vous présenter un peu plus tard en détail. On va faire une petite tour de l'heure de son exploitation et puis on va vous présenter tous les avantages que ça a en fait du coup de manger de la bonne viande. On va voir justement toutes les différences par rapport à la viande industrielle et voilà, il y a plein de choses à dire sur le sujet. A tout de suite. Alors Pierre, déjà la première question, qu'est-ce qui vous différencie en fait des agriculteurs traditionnels, de vos concurrents on va dire qui travaillent d'une façon un peu différente? Pourquoi finalement vous avez une philosophie de vie un peu différente? Qu'est-ce qui vous différencie? En premier lieu, sur mon système de production, à savoir que la ferme là, c'est pas une exploitation agricole, c'est vraiment une ferme familiale. Okay. Et je suis en système de production tout herbe, c'est-à-dire que je n'ai aucun achat d'intrants extérieurs. Et je nourris mon troupeau qu'à l'herbe sous toutes ses formes, le foin, le rubanage, le pâturage. Alors ceux qui nous écoutent peuvent dire ouais c'est logique mais une vache ça mange de l'herbe, donc c'est quoi le côté extraordinaire? Oui, justement ce qui était extraordinaire c'est que là on est sur une ferme bio, sans aucun intrant chimique ni OGM, et que justement on revient à la source, c'est-à-dire de respecter l'animal dans sa physiologie. La vache est un herbivore, mais sa place c'est au pâturage, à l'herbe, en plein unique. Et ce n'est jamais vrai, aujourd'hui. Ils sont toujours en régime maïs en silage et tourteau de soja OGM. Et en fait nous, ça nous parle un peu parce que nous, justement dans l'alimentation paléo, en fait on part du bon sens, c'est qu'on doit manger ce pourquoi on est fait. C'est bête hein. Mais du coup une vache, elle doit manger de l'herbe et c'est vrai comme vous disiez, les céréales en fait ont remplacé l'herbe. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence directe sur la santé de l'animal, sur la qualité de la viande? Alors le fait de prendre une vache pour un cochon et un granivore, eh bien on modifie complètement la qualité intrinsèque de la viande et on développe les process inflammatoires dans l'animal. Ce qui fait qu'on a une saturation d'acides gras de type oméga 6 et on fait chuter les oméga 3, donc les acides gras essentiels qui sont bons pour la santé et qui sont anti-inflammatoires. Et en fait, le rapport entre les deux se déséquilibre totalement. Et aujourd'hui, sur des viandes, on a un rapport de 1 pour 20, c'est-à-dire 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ici, on est sur un rapport entre 1 et 3. D'accord. Donc c'est le jour et la nuit. Voilà. Mais la nature est bien faite. Bien sûr. Mais quand on a une alimentation paléo, justement, on tend à avoir un ratio oméga 6, oméga 3 plus proche de 1. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on prône. Et du coup, en fait, l'agriculture traditionnelle utilise des céréales pour des questions purement de coût, j'imagine. Oui, pratique. Voilà, et de rapidité d'engraissement, parce que produire des animaux, que ce soit par exemple même en production laitière ou là en production de viande, exclusivement à l'herbe, eh bien c'est plus compliqué parce qu'il y a une variabilité au niveau donc des apports de la qualité en fonction du temps. Donc ça demande pour nous en production de viande une durée d'engraissement qui est beaucoup plus longue, de 5 à 7 mois, alors qu'autrement ils engraissent en 3 mois. Et donc on a des niveaux de croissance plus faibles. Par contre, on a une différence de qualité, une richesse nutritionnelle des viandes qui n'ont rien à voir. Dans l'élevage intensif, eh bien, on se retrouve avec des calories qui sont creuses. Alors c'est quoi la notion de calories creuses? C'est que vous vous nourrissez finalement avec une matière, comme là de la viande, qui va vous ramener plein de problèmes. Remontée d'antibiotiques, remontée d'OGM, remontée de mauvaise graisse, mais finalement tous les nutriments essentiels intéressants pour la santé, eh bien il n'y en a plus. Donc c'est ça la notion de calories creuses. Donc ça vous fait des diabétiques, des obèses, mais finalement au niveau intérêt santé, il n'y en a pas. Chose qu'on trouve aussi dans le monde du végétal en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent des calories creuses, quand on mange beaucoup légumes, toute la malbouffe. Voilà, c'est ça, la fast-food, c'est ça. C'est en fait on mange pour se remplir le ventre. Mais en termes de nutriments, c'est extrêmement pauvre. Et on a le triptyque qui est hyper dangereux dans l'alimentation industrielle, c'est excès de sucre, excès de graisse, de mauvaise graisse, et excès de sel. Et en fait, pour pallier la faible qualité
de ce qui est produit, notamment comme là pour les viandes. On compense. Et ben voilà, on compense. On met des exhausteurs. Voilà. Pour que le sel en est un, le sucre en est un. Bien sûr. Voilà. Et la graisse en est un parce que quand vous faites graisse plus sucre, c'est addictif. Bien sûr. Bah, c'est souvent dans les fast-food, c'est ce qu'ils mettent justement. C'est le côté sucré, le côté gras. Donc en fait, on trompe le client, on agit sur l'effet récompense au niveau cerveau. Et donc en fait, après, on ne se nourrit plus pour sa santé, mais en fait juste par l'addiction qui est faite entre le sucre et la graisse. Exactement. C'est très pernicieux. Oui, mais c'est pas étonnant. Non. Et en fait, nous on vous a connu parce qu'il y a un témoignage qui est resté sur notre page Facebook d'une personne justement qui avait souvent mal au ventre quand elle mangeait de la viande. Elle avait une très très mauvaise digestion de la viande. Et elle a acheté de la viande chez vous. Et elle a dit bah impeccable. Aucun souci. Du coup, j'arrive parfaitement à digérer la viande. Ça se passe super bien. Déjà, c'est bon au niveau du goût. Et en plus, j'arrive très bien à la digérer. Finalement, il n'y a pas de hasard en fait. Bah non. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque. C'est le commentaire le plus fréquent sur notre site où les gens voient vraiment à la première dégustation que cette viande-là est vraiment très différente. Au niveau de la texture, de la flaveur, donc tous les sens du goût, et même la mâche. Donc ils s'aperçoivent que oui, c'est vraiment différent, mais heureusement parce que on se donne quand même vraiment du mal. En fait, on a perdu un peu le goût de la bonne viande avec tout ce qu'on trouve dans dans le commerce, dans les mauvais restaurants, on va dire. Finalement, souvent on dit c'est la viande, elle n'est pas bonne et ça fait de la semelle, etc. Ah bah oui. C'est parce que justement, en fait, on est trop habitué à la mauvaise viande. Bien sûr. Quelques remarques des fois des gens qui sont vraiment qui passent de l'un du tout au tout, c'est-à-dire méconnaissaient totalement la qualité de la viande produite à l'herbe et qui viennent d'un horizon par exemple linéaire de grande surface. Premier contact, ils vont dire bah oui mais votre viande elle est dure. Non, elle est plus ferme, elle a plus de goût, mais pour eux ils ont une équivalence totalement fausse où de la bonne viande c'est de la viande extrêmement tendre. Oui. Alors que là il faut tordre le cou à cette idée reçue là qui est très préjudiciable parce que moi je sais produire de la viande tendre. Plus elle est industrielle, moins elle est bonne pour la santé, plus elle est tendre. D'accord. Donc c'est une contre-vérité, c'est contre-productif. C'est la même, on peut faire le même lien et comprendre et illustrer avec le poulet hors sol. Vous mangez même les os et vous secouez la pâte de poulet. Tout se détache. Tout se détache. Et la différence, c'est quand c'est un poulet de ferme, alors c'est vrai, vous avez des enfants, s'ils n'ont pas eu d'éducation au goût, qui au premier contact vont dire ah bah non, maman, le poulet là il est trop dur. Ben non, il est ferme, il a du goût, mais il a couru. On a des dents, c'est pas pour rien, on a une mâchoire, c'est pas pour rien. J'en parlais avec une dentiste récemment, qui me disait qu'on a un gros problème, c'est que maintenant les enfants, ils mâchent tellement peu que leurs dents se placent mal. Et parce que justement, on a perdu cette habitude de mastiquer. Et, tout est mou. Les fast-food, pourquoi ça a trop de succès? Parce que c'est mou, ça se mange rapidement. Et les nuggets, tout ça, on n'a même plus besoin de mâcher. C'est un gros drame, un gros problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans toute la production animale que des races à croissance rapide. Oui. Et ça, c'est une catastrophe. Donc on l'a en poulet, on l'a en porc, on l'a là sur le bovin. Voilà pourquoi l'élevage va beaucoup sur la blonde d'Aquitaine, la charolaise. Parce que c'est facile. Voilà, c'est des races qui ont été beaucoup sélectionnées sur le plan génétique. Et d'ailleurs, il y a des gènes antagonistes. C'est intéressant quand on s'intéresse vraiment à la génétique, on s'aperçoit que le rendement est antagoniste à la qualité de la viande. Donc en fait, plus vous allez sur du rendement et de la croissance rapide, moins vous avez de qualité intrinsèque de la viande. Donc il y a vraiment un choix à faire. Attention, la nature est bien faite. On doit respecter le cycle de croissance au moment de l'animal, sans problème. Et vous, du coup, vos vaches, quelle race du coup c'est précisément? Donc là, ce sont des salaires. Donc là, c'est pourquoi j'avais fait le choix de cette race-là, parce que c'est une race qui n'a pas été beaucoup sélectionnée sur le plan génétique, elle est restée dans ses fondamentaux, et donc c'est une race rustique qui a l'avantage d'avoir gardé la capacité à valoriser l'herbe. Et donc elle est capable de produire, c'est-à-dire de faire naître, de faire grandir son veau, de l'allaiter en mère nourrice, en vache à étain.
et sans avoir de complément extérieur, uniquement avec une ration à base d'herbe. D'accord. Et aujourd'hui c'est rarissime, vous avez beaucoup de races qui ont été sélectionnées génétiquement et qui aujourd'hui vous êtes incapable de les engraisser et qu'elles puissent nourrir leur veau et de l'amener broutard bien avec une bonne croissance, bien gras. Sans complément extérieur. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous a posée. Est-ce que vous donnez des compléments alimentaires du coup à vos vaches? Non. On va faire le tour de ce que je donne ici, mais c'est vrai que je suis que sur la base de l'herbe. D'accord. Voilà. Et ça fonctionne. Les veaux, pareil. Oui. Le lait de la mer. Le lait de la mer, et il devient broutard à quel âge? Combien de mois? Alors, quand c'est pour faire du veau gras, c'est 4-5 mois. Et broutard, c'est-à-dire sevré de la mer, c'est 8 mois. Dans les œufs, vraiment les veaux, normalement. Je sais que bien souvent les veaux sont enlevés de la mer justement pour être engraissés très rapidement. Ah bah oui, dans les étables à veaux. J'avais des cousins qui faisaient de l'élevage industriel. Là c'est extrêmement rare que le veau reste sous la mer. Ah bah oui. C'est extrêmement rare. Il est enlevé au bout de 3 jours, 4 jours. Oui. On va voir les vaches? Oui. Allez. Donc là c'est la dernière naissance, c'est donc une génisse, donc c'était son premier veau. Et en fait je vais les séparer du troupeau après la naissance parce qu'en fait quand la génisse au vélage a confondu son veau, c'est-à-dire elle ne s'était pas aperçue que son veau était derrière elle et elle avait le nez sur un veau qui était né 2 jours avant. Et en fait elle l'a confondu, donc je l'ai relevé après pour qu'elle aille vraiment lécher son veau à la naissance et pour faire le lien aussi maternel, ce qui est très important, et surtout chez les génisses parce que il ne faut pas qu'il y ait de défaut d'attachement au veau. Et en fait, elle a confondu avec le veau qui était devant elle et qui était né 2 jours avant. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de faire réadopter son veau parce que finalement, elle avait pris de la distance. Le lien maternel s'était effiloché, elle s'était attachée à l'autre veau. Ah oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'investissement de l'éleveur, surtout dans un système comme moi, un système Triterbe, où on est défenseur du bien-être animal, parce qu'un veau comme ça, ça fait 5 jours que je me relève la nuit pour qu'il vienne téter sa mère, qu'il garde le réflexe de succion, et pour qu'il puisse être autonome et indépendant. Mais si c'était un élevage intensif, c'est un veau qui aurait reçu un coup de masse. Parce que 5 jours, 2 fois dans la nuit, vous relevez pour un veau qui vaut 200 €. Oui. Mais vous voyez, quand on fait un raisonnement économique, vous ne le feriez jamais. Après, il y a, je pense que un important, c'est que je pense les gens qui font votre métier, ils aiment les animaux, mais peut-être que vous avez peut-être un niveau peut-être au-dessus, peut-être que vous respectez encore plus l'animal, c'est pas juste un produit. Non, c'est-à-dire qu'on a conscience que c'est une vie. Oui. Et qu'une vie, ça se respecte. Et on est gardien finalement. Et c'est bien le rôle d'éleveur. Éleveur, c'est élever, tirer vers le haut. Ça veut dire on n'est pas là pour abaisser, contraindre, mettre en esclavage, y compris les animaux. Donc c'est vrai que la notion de respect, bien-être, sur un système bio et comme là de bœuf d'herbe, c'est une évidence. Mais je ne serais pas comme ça, je changerais d'activité parce que pour moi ce serait juste impossible. Nous ici, on vit bien en harmonie, on cultive les lois naturelles, on les respecte. Mais c'est-à-dire qu'on s'y soumet, c'est-à-dire on n'estime pas qu'on est au-dessus des lois de la nature. On estime qu'on fait partie. L'harmonie, c'est ça. Et qu'on a à vivre en harmonie. Mais on n'est pas supérieur. On n'a pas à contrôler. De toute façon, je trouve que quand l'homme veut contrôler la nature, au final, ça dérape. Ça dérape et ça reprend en pleine gueule. C'est un peu ce qu'on dit nous dans le paléo. C'est vraiment faire ce pourquoi on est fait, manger ce pourquoi on est fait pour manger, et respecter la vie naturelle. Et c'est quand on transgresse la vie naturelle qu'on a des maladies, qu'on a des pathologies qui apparaissent. C'est presque normal en fait. C'est sûr que parfois il faut faire des compromis. L'investissement que vous avez vis-à-vis de ça, c'est des compromis, c'est du temps. Mais on n'a rien sans rien. Ah ben non. Par contre, c'est vrai que sur un système où on respecte l'animal, où on respecte son cycle de vie, donc c'est plus long. Donc ça veut dire qu'on va faire le choix de s'investir plus. C'est plus long. Non, c'est naturel. C'est plus long. Mais c'est plus long que l'industriel. Voilà, c'est plus long que l'industriel. Et aujourd'hui, comme on a tout faussé, et que comme repère, la norme devient le temps qu'on a accéléré.
Alors que là, on vit avec le temps réel. Ouais. Donc c'est pas plus long, c'est le temps normal. Vous pouvez remarquer ici que, comme c'est une race rustique qui a de très belles cornes, des cornes en lyre, c'est ça qui sont belles. Hein. Eh bien, tous me disent, mais vous faites comment? Mais c'est vraiment dangereux pour vous, et même pour elle. Eh bien, non, ça se passe bien parce que en fait, dans les autres types d'élevage, on coupe les cornes en fait. Souvent. Mais bien sûr, on les brûle à la naissance, ou on fait des cornages. Mais c'est de la mutilation, et l'animal a besoin pour marquer sa hiérarchie. Donc il faut accepter la hiérarchie dans le troupeau. Mais, alors ils disent, oui, mais alors elles vont se blesser, c'est dangereux pour l'éleveur et autres. Mais parce que les vaches sont agressives. Mais elles sont agressives quand vous ne respectez pas le régime alimentaire de l'animal. Oui. Là, je ne suis pas je ne suis pas en régime hyper calorique. Et quand vous êtes vraiment en hypercalorie, eh bien vous avez des animaux qui sont complètement fous. On le voit d'ailleurs chez les jeunes bovins qui sont en étable. On appelle ça les taurillons en intensif. Eh bien, ils ont des croissances très rapides. Ils ont une alimentation très très énergétique, mais extrême. Ouais. Ce qui fait que parfois, comme ils dépassent les bornes, le lendemain matin, vous trouvez le taurillon, donc c'est un bovin à l'engrais qui a une croissance très 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 forte, et bien qui est crevé parce que finalement, ce qu'ils disent, il a eu un coup de sang, c'est-à-dire un excès métabolique. D'accord. Donc vous voyez bien qu'ils sont toujours sur la zone rouge pour avoir le maximum de croissance, Donc ça fait des animaux extrêmement dangereux. Et il y a beaucoup d'accidents quand ils les manipulent. Bon, parce que il y a une énergie condensée. Ouais. Et vous n'avez jamais eu de problème avec vos vaches? Non, parce que alors ça vous oblige aussi à respecter aussi d'avoir suffisamment d'espace, qu'ils puissent avoir accès à la lumière, à une cour. Voilà. Ouais. C'est que là on filme en fait, c'est l'hiver, donc elles sont enfermées dans l'étable, mais normalement elles sont en liberté dehors. Donc là elles sont à l'étable 2 mois et demi. Ouais. Et le reste du temps au pâturage, et dès que ça va se ressuyer, on va alterner, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer quand elles veulent et être librement, c'est elles qui choisissent. Mais non, t'es pas une vache toi? Mange pas de merde. Sur une ferme comme la mienne, sur la consommation énergétique. Donc vous apercevez que sur ma production, élevée de la viande produite exclusivement à l'herbe, je suis sur un système qui est très peu coûteux au niveau énergie. J'ai peu d'impact au niveau planète sur le réchauffement climatique. Pour plusieurs choses. Sur la consommation énergétique, notamment par exemple le fuel pour les tracteurs. Moi sur une année, je vais consommer 1000 litres. D'accord. Mais c'est dérisoire. Oui, ça me semble pas beaucoup, effectivement. C'est dérisoire sur une ferme. Ouais. La différence ici, que je suis sur un système vraiment toute herbe. Ma première efficacité, c'est la vache, parce qu'elle pâture. Et comme disait André Pochon, un éleveur dans le Côte-d'Armor qui avait le premier défendu les systèmes herbes et qui avait essayé de le faire reconnaître au niveau européen, il disait: la vache, c'est incroyable parce que l'efficacité qu'elle a, parce qu'elle a une barre de coupe, c'est-à-dire une faucheuse à l'avant et un épandeur d'engrais à l'arrière. Ouais, c'est une petite machine à elle-même. Ouais. Mais c'est tellement efficace. Et quand on la laisse dans ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire consommer de l'herbe, eh bien, voilà un animal qui est capable de vous faire des protéines de très haute qualité, de la viande, à partir d'herbes qui est indigeste et qu'on ne sait absolument rien en faire au niveau humain. Mais il faut qu'elle reste sur des prairies naturelles qui sont des surfaces qu'on ne peut pas destiner à la production alimentaire humaine. Mais faire des céréales pour donner à des vaches ou à des cochons, c'est juste une aberration. Bien sûr. Ça, c'est un gaspillage énergétique. Alors je disais là, sur une ferme comme la mienne, c'est vrai qu'on utilise très peu de tracteurs, on laboure très peu. Donc déjà, gaz à effet de serre lié au labourage, il n'y a pas. On fixe énormément de carbone
par les surfaces en herbe, c'est des puits à carbone. Bah oui. Les gens l'ignorent. Avec les océans, c'est le plus grand puits à carbone. Vous avez combien d'hectares pour combien de vaches? Eh bien là, j'ai 40 hectares pour 30 vaches. C'est énorme. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ont la surface qu'il faut. Ouais. Donc c'est quasiment plus d'un hectare par vache. Bah oui, on est cohérent. C'est pas courant en tout cas. Et c'est pour ça que l'importance et le système agricole ne serait pas en crise aujourd'hui si on avait respecté ces équilibres-là, parce que il faut moins de production animale, mais uniquement une production animale de qualité, où derrière il va y avoir de la valeur ajoutée pour l'éleveur et qu'il va pouvoir en vivre. Aujourd'hui, vous êtes quasiment en autarcie du coup ici, non? Oui. Du coup, il n'y a aucun achat en fait, non, j'achète un peu. La seule chose que j'achète un peu, c'est de la paille. Ouais. Mais sinon, au niveau de la ferme, non, c'est la première. Le premier gain, c'est vraiment foncièrement l'autonomie. Je n'achète aucun engrais. Je n'achète aucun amendement. Je suis agronome, donc je connais parfaitement l'agronomie. Hein. Ouais. Et alors, quand je suis arrivé, moi, comme conseiller en chambre d'agriculture, donc il y a 20 ans, j'étais le premier à dire que quand les agriculteurs produisaient des surfaces de maïs fourragé, qui n'est pas l'idéal, puisque moi je fais 100 et que c'est déjà une aberration. Mais ouais, je leur prouvais que sur leur culture de maïs fourrage, eh bien, l'apport de fumier devait suffire au niveau engrais. Ouais. Et à l'époque, ils mettaient 1,4 tonne d'engrais complet en plus des 40 tonnes hectares de fumier. Et je leur disais, écoutez, sur plan technique, moi en tant qu'agronome, je veux vous prouver que 25 tonnes de fumier suffit à couvrir les besoins de la plante totalement. À l'époque, je n'avais pas le droit de le dire. On en avait l'expérience, je savais que scientifiquement, c'est ça qui était la vérité. Et on me demandait de laisser l'ensemble de l'équipe des techniciens dire qu'il était nécessaire d'apporter 1,4 tonne d'engrais complet en plus. Parce que derrière, c'était les coopératives, les firmes chimiques. Vous voyez tous les intérêts derrière. Ouais. Et aujourd'hui, eh ben, les préconisations, c'est oui, vous pouvez faire un maïs avec 25 tonnes de fumier. Et ça suffit. Mais alors vous vous dites, mais pendant 20 ans, mais vous vous rendez compte? Alors c'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de pollution, que les nappes phréatiques soient pourries de nitrates, mais aussi ça fait le lit aussi derrière. Vous voyez bien, comme c'est des mauvaises cultures, derrière après c'est les pesticides, les insecticides, les désherbants. Vous retrouvez toutes ces molécules-là. Aujourd'hui on s'aperçoit que les nappes phréatiques et les terres sont gavées encore d'atrazine. L'atrazine, moi j'ai connu l'interdiction quand j'étais agronome à la chambre d'agriculture. Eh bien... ça vient d'où ça du coup l'atrazine? Eh ben, c'était un désherbant de maïs. D'accord. Que les agriculteurs disaient, ah ben, c'est efficace. Comment on va faire pour s'en passer? Ils s'en sont passés. Le problème, c'est que c'est une molécule qui est très rémanente et qui est toujours dans l'environnement. Ça fait 10 ans qu'elle est interdite et vous la retrouvez partout. Ouais. Et c'est gravissime, parce que c'est une substance qui est pro-cancérigène. Donc c'est incroyable de constater ça. Et quand ils ont fait l'interdiction de cette substance, j'étais à la chambre d'agriculture, elle avait été reportée de 6 mois, c'est-à-dire ils avaient prévu de l'interdire, et puis au printemps, ben non, on va laisser encore 1 an parce qu'il y a trop de stock d'atrazine en Bretagne. Donc on a redonné un sursis. Il faut pas gâcher quand même. Un poison. Pour dire, bah écoutez, vous vous rendez compte, ça va coûter trop cher d'indemniser pour l'élimination du poison, laissons-le épandre alors qu'ils savaient qu'il était cancérigène.
Là, on sent que c'est vraiment de la fleur naturelle, où il y a une grande diversité. Et c'est vrai qu'après, c'est médicinal pour les vaches, parce que... Ça vient de vos champs du coup, ça en fait du marais là. D'accord. On est limite du marais. Ouais. Donc j'ai des foins avec une grande diversité en fait. J'ai des prairies naturelles avec beaucoup de légumineuses devant. Ouais. Et puis après, je vais avoir des foins de marais. Donc où vous avez encore une diversité encore plus large d'herbes et de variétés d'herbes. Donc c'est vrai que c'est toute cette biodiversité là qui amène de la santé, parce que vous allez retrouver même de la menthe dans, ah oui. Dans le foie. Genre. Quand je coupe, c'est incroyable les parfums que vous avez, c'est dingue. Hein. Ah c'est génial. Ah ouais. Ouais. Vous avez de la souve odorante, mais vous avez vraiment une grande diversité. Et c'est ce qui donne la santé. Donc là, vous voyez, ça c'est la deuxième forme de foin que j'utilise, c'est du quasi-foin, c'est-à-dire que au printemps, quand je fais mes premiers foins précoces, il y a des fois le temps est instable. Ouais. Eh bien, il me faut en général 4 ou 5 jours pour faire vraiment réaliser un bon foin qui soit suffisamment sec pour qu'il se conserve. Et quand il me manque une journée, en fait, je le presse quand même en roundballer et ensuite je le mets sous un film. D'accord. Et vous voyez, c'est bon en fait. Voilà, c'est un foin qui sont très. Ah ouais. Souvent on dit que ça pue en fait, mais non, ils sont bons en fait. Ah ben oui, non mais là c'est parce que c'est pas dans le silage. Ah ouais. Oui, le vrai problème, c'est que dans l'intensification, ça ils vont me dire, mais ça c'est ridicule parce que c'est pas productif. Ouais. Il y a beaucoup de fibres. Vous voyez, il y a des fleurs. Ouais. Par contre, ça amène la santé, ça. Et vous avez des fleurs, du trèfle. Donc ce sont graminées légumineuses, mais qui sont à un stade de maturité. Quand ils font de l'ensilage d'herbes, c'est des herbes qui sont en stade épi-débourrage, c'est-à-dire que au début que l'épi commence à monter dans la tige, ouais. Il coupe parce qu'il estime que c'est là qu'il y a le plus de sucre soluble. Ah d'accord. Mais en agronomie et en élevage, quand on s'intéresse à la santé des animaux, on ne veut surtout pas qu'il y ait de sucre soluble en excès. Parce que vous avez une ration après qui devient encore hyper énergétique. C'est comme pour l'humain, pas trop de sucre. Voilà, c'est la base. Et donc il faut un équilibre entre les fibres et des sucres. Et on va chercher des sucres plus complexes qui viennent avec la maturité de la plante. Donc c'est pour ça que ici, moi, ce sont des fauches qui sont assez tardives, même si c'est en début de saison, mais c'est pas au stade début épiaison. Moi, c'est le stade début floraison. D'accord. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc des plantes qui, au niveau de digestion, amènent un transit équilibré au niveau des animaux, et donc après derrière on va retrouver des bouses bien faites, et c'est la notion de l'état de bonne santé de l'animal. Comme l'humain. Ah c'est important. On ne peut pas avoir des vaches en diarrhée. C'est ça. Et elle le mange très bien, et puis bon, c'est quand même un polygastrique, hein. Elle a un rumen, c'est fait pour vraiment transformer toute cette énergie-là. C'est fabuleux comme process de transformation, mais il faut le respecter et donc donner de la fibre, et de la fibre à maturité. Du coup, vous n'avez pas beaucoup de problèmes de santé avec vos vaches du coup? Ah non, nous les seuls petits soucis qu'on a, c'est autour des vélages par accident. D'accord. C'est-à-dire présentation de jumeaux, ouais. des pattes qui s'entremêlent au niveau du vélage. Donc voilà, ça c'est. Mais sinon, une fois qu'elles sont, on va dire, nées, après ça se passe bien, il n'y a pas de problème de santé quoi. D'accord. Les vétérinaires viennent pas souvent ici. Bah, disons qu'ils sont un peu désespérés là-dessus, parce que je suis un mauvais client. Ah oui. Mais disons, avec eux, à la rigueur, oui, c'est juste des interventions qui sont... purement liées au vélage en fait. Oui. D'accord. Comme quoi, hein, quand on mange ce qu'il nous faut, on reste en bonne santé. Voilà. Quoi. Après, j'ai peut-être 2 fois par an besoin d'un ostéo. Ouais. Ce qui est assez rare, donc souvent on trouve aussi des rebouteux en campagne. Ah oui.
parce que c'est un chevauchement et une vache qui se démet. Et ce qui est incroyable, c'est que vous demandez à un vétérinaire, il n'a aucune solution. Ah oui. Donc faut l'abattre. D'accord. Alors que l'ostéo, lui, un ostéo, donc on en a un là maintenant sur la zone. Il va réparer votre vache. Ouais, une femme qui est ostéopathe pour bovins et les chevaux, et elle le fait très bien. Et en fait, elle était formée donc à l'ostéo humaine, et c'est un rebouteux qui l'a formée au niveau animal. D'accord. Donc c'est quand même fabuleux. C'est génial. Ouais. Et ça fonctionne très très bien. Et voilà, en 10 minutes, la vache repart, alors que finalement... alors qu'elle aurait pu être abattue... oui. Et bon, voilà, c'est quand même aussi un non-respect de la vie, parce que quelque chose qui est juste... L'abattage systématique, ça veut dire en fait c'est un objet. Oui, il marche plus, on le jette. Ouais, c'est exactement ça. On ne comprend plus que c'est une vie importante. La notion d'éleveur et de personnalité est très forte dans un troupeau. C'est-à-dire que le troupeau, il se calque sur qui vous êtes. Mais il vous ressent profondément. Hein. Oui, je suis convaincu. Donc moi, je voyais par exemple le salarié de l'association de remplacement. On part quasiment jamais, c'est le drame de ma femme qui dit l'élevage c'est vraiment trop prenant. On arrive à partir 4 jours dans l'année, et donc on prend un salarié de l'association de remplacement. Et quand il vient, il est toujours stupéfait de voir pour des vaches qui ont des cornes et qui sont si imposantes, comment c'est calme. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'elles sont, serein. Elles sont très calmes en fait. Hein. Ah bon. Moi je vous disais, mon papa était agriculteur et il avait des porcs. Il en mettait de la musique, enfin il écoutait de la musique classique sans cesse. Et les vétérinaires quand ils venaient dans sa porcherie étaient impressionnés par le calme. Il y avait voilà, une sérénité. Et les vétérinaires disaient, c'est sûr la viande que vous fournissez, enfin que elle est de meilleure qualité puisqu'elle n'est pas stressée. Et moi j'ai vécu avec ça. Sinon elles émettent des toxines. Voilà. Et l'intérêt aussi qu'on disait sur l'économie de l'énergie sur une ferme en bio et en herbe, c'est que je n'utilise pas d'engrais chimiques, mais on me dit mais comment vous faites pour que ça pousse dans votre champ puisque ça n'est rien. Oui. La différence c'est que j'utilise l'intelligence de la nature. J'ai appris moi qu'il y avait des lois naturelles qu'il faut savoir respecter, avoir l'humilité de les comprendre, de les apprendre et de les respecter. Et en fait, dans la nature et dans mes prairies, quand vous mettez une grande diversité de flore, de variétés d'herbes différentes, donc j'ai des graminées et des légumineuses. La particularité des légumineuses, type le trèfle, le lotier, la luzerne, c'est que ce sont des plantes qui sont symbiotiques, c'est-à-dire qu'elles ont des nodules, sur des petites boules qui sont sur les racines en terre. Et ces nodosités-là, eh bien, elles sont capables de fixer l'azote qui est dans l'air. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, les légumineuses, elles captent l'azote, les 4/5 dans l'air qu'on respire d'azote. Vous voyez que la ressource est limitée. Ouais. Cette chance de la nature-là, c'est que moi, je la fixe, mais naturellement. Alors que l'usine chimique AZF, ils le font par de la chimie de synthèse. C'est dangereux, c'est explosif. Vous avez vu à Toulouse, ça fait des morts et des gens qui, 10 ans après l'explosion, sont encore traumatisés ou blessés. Moi, il n'y a pas de risque d'explosion parce que c'est la plante qui fait ça. C'est sûr. Elle le fait naturellement, gratuitement. Elle fixe dans le sol. Elle le fixe de façon tellement durable que c'est pas lessivable. Alors que l'engrais chimique azoté qu'ils achètent chez AZF et qu'ils épandent dans les champs, c'est extrêmement mobile. C'est-à-dire dès qu'il va pleuvoir, dès qu'il va y avoir des conditions humides, ça part. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans l'eau, que les nappes sont pourries de nitrate. Ici, il n'y a pas de risque. Parce que les seules choses que moi,
c'est les légumineuses qui fixent l'azote en captant dans l'air et le fixent au sol durablement. Et la deuxième chose, c'est le fumier que je composte. Or, c'est de l'azote stable, le compost. Alors c'est vrai, c'est moins spectaculaire sur la pousse, mais c'est plus durable. Oui. Donc je ne perds rien, ce que je mets est efficace. D'accord. Donc c'est pour ça que je peux être totalement autonome et que ça fonctionne. Alors, une petite question qui me passe par l'esprit, c'est ça a l'air un petit peu d'être le système idéal, tout ça. Pourquoi vous n'avez pas plus de confrères qui font la même chose du coup? Eh bien parce qu'il faut se responsabiliser et reprendre la main sur toute la filière. C'est-à-dire que mon système-là ne peut fonctionner que parce que je fais de la vente directe. Parce que grâce au site du bœuf d'herbe, on a la possibilité, parce qu'on fait de la qualité, que les gens reconnaissent la qualité qu'on fait, eh bien, ils acceptent d'en payer le prix. Mais vous allez me dire, c'est pas un prix excessif, parce qu'en 17 et 20 euros vendus chez eux, on finit par leur vendre, ce que me disaient les consommateurs. J'ai fait le comparatif avec ce que j'ai acheté chez Super U dans l'hypermarché à Toulouse. Eh bien, j'avais aucune garantie sur la viande que je consommais avant. Maintenant, venant de chez vous, livré chez moi, finalement, vous êtes moins cher. Ouais. Donc, vous voyez, mais par contre, il a fallu avoir l'effort de construire la filière de A à Z. Oui. C'est-à-dire produire, transformer, commercialiser, livrer et de faire une chaîne complète en circuit court. Oui. Et c'est pour ça, mais ce modèle-là, il est reproductible partout. Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut changer un peu de mentalité. C'est d'abord le changement de mentalité. Ouais. Ensuite, vous avez l'environnement qui n'y pousse pas du tout. La chambre d'agriculture ne vous y encourage pas. C'est pas les méthodes enseignées, on va dire. Quoi. Voilà. Le lycée agricole n'en parle jamais. Donc on vous donne comme programme juste produire plus de gros volumes, avoir un robot de traite, avoir des troupeaux gigantesques, avoir des races très productives. On vous dit pas aller vers des races rustiques à croissance lente. En fait, les écoles qui forment les futurs agriculteurs, c'est en mode industrie en fait quoi. Ils les forment pour être des industriels. Mais parce que ils répondent à un contrat qui est bien établi, c'est-à-dire faites des éleveurs et des agriculteurs des maillons de la chaîne de l'agroalimentaire. Faites-en des esclaves, des salariés de l'industrie. Ben voilà. Ne faites pas des éleveurs et des paysans fiers du pays, paysage et qui recherchent l'autonomie. Eh ben, c'est la base. Ça rapporte à tout quoi. Voilà. Et donc après, vous apercevez que par exemple sur le plan politique, les aides européennes, ça c'est une catastrophe. Vous apercevez qu'aujourd'hui, vous avez 80% des aides européennes qui vont à une minorité d'agriculteurs. C'est-à-dire vous avez 20% des céréaliers et éleveurs les plus grands qui prennent 80% des primes. C'est insupportable. Et quand vous voyez que les premiers à percevoir les primes, c'est la reine d'Angleterre et le prince de Monaco, je sais pas moi. C'est pas très juste. Vous voyez oui. Ouais. Et donc là, le système ne va pas. Ouais. Et donc là, on est sur un système où les systèmes qui ont été privilégiés sont les systèmes les plus intensifs, notamment céréaliers, bettravriers et autres, avec les consommations d'intrants derrière. C'est les premiers consommateurs d'engrais chimiques, les premiers consommateurs de produits phytosanitaires. Et curieusement, c'est les premiers qui vont toucher les aides européennes. Ouais. Mais les systèmes herbes, comme disait André Pochon, c'était les parents pauvres de l'agriculture, les parents pauvres des primes européennes. Quand vous aviez les systèmes maïs ensilage, mais aussi toutes les cultures irriguées, maïs irrigué, les colzas, eh bien c'était là où vous aviez les primes à l'hectare les plus élevées. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait aucune aide sur l'herbe. Alors maintenant, ils ont mis un petit saupoudrage, mais c'est dérisoire. Ouais. C'est pour ça que la prime est toujours quand même au pollueur. Donc, ça freine l'élan des agriculteurs et des éleveurs qui voudraient convertir leur système et aller vers un système propre, durable, qui est système herbe pour l'élevage en système bio.
Ça, c'est l'idéal. D'accord. C'est l'idéal, mais pour tout le monde, pour la planète, pour les animaux, pour le consommateur. Et aussi, surtout pour le contribuable. Du coup, on arrivait un petit peu, c'est vrai que quand on regarde le prix de vente, finalement, vous n'êtes pas plus cher que la moyenne. Non, mais d'ailleurs, c'est ce que nous disent là les consommateurs, c'est qu'ils s'aperçoivent que, par exemple, par rapport à leur boucher, eh bien, ils ont une viande qui est nettement mieux tracée, puisque nous, il y a un seul animal, il y a une découpe, un jour unique. Il n'y a pas de mélange en fait des animaux, voilà. Et tout est découpé idéalement quand la carcasse a eu 15 jours de maturation en carcasse avec os. Le 15e jour, elle est découpée. Le lendemain, elle est arrivée chez le client. Enfin, c'est vraiment l'idéal comme parcours. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui pensent que du coup c'est très bien, mais ça coûte plus cher et il n'y a que les riches qui peuvent se payer de la bonne viande, en fait c'est faux. Il faut qu'ils comparent ce qui est comparable, et effectivement quand on fait une simulation d'achat, on se rend compte que finalement c'est quasiment le même prix en fait, quoi. Là on a des... En fait vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc vous gagnez à ce niveau là aussi en fait. Là où je sais pas, on achète 100, en fait l'agriculteur il gagne je sais pas, peut-être 30, et le reste c'est les distributeurs, c'est les... c'est principalement d'abord en premier la grande distribution, les grandes surfaces qui partent avec la valeur ajoutée de l'éleveur. C'est vraiment très triste parce qu'en plus, mais ils partent avec, c'est-à-dire ils partent avec plus de 50% du prix de vente qui est au client, mais en fait pour un acte de mise sur le marché qui dure une journée. L'éleveur va passer 3 ans pour prendre lui 20%. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Donc les filières courtes, c'est l'idéal, quoi. C'est la seule chose qui a vraiment du sens. Et là, on s'aperçoit aussi, c'est que on n'a pas d'un côté des clients et nous qui sommes dans le rôle de la production, mais en fait compte des partenaires qui ont conscience qu'on est en train de faire quelque chose, mais ensemble. C'est-à-dire on a la volonté de changer un système aberrant pour faire un système qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est un peu l'acte d'être consomme-acteur, quoi. On consomme et on est acteur en fait. On ne vient pas juste pour prendre, on participe en fait indirectement. C'est une vraie prise de conscience. Et d'ailleurs, on le remarque, j'ai très peu de consommateurs qui ont le réflexe opportuniste dans ma filière. Heureusement. J'en détecte un ou deux de temps en temps. Qui, quand vous voyez les questions qu'ils vous posent ou que j'ai au téléphone... C'est-à-dire, par exemple c'est-à-dire, ah bon, il va falloir attendre, vous ne livrez pas du jour au lendemain. Je dis, attendez, il se croit sur Amazon en fait. Voilà. Je dis, mais attendez, mais l'animal ne sort pas de rien. Ça veut dire qu'il a été élevé à votre attention, mais ça veut dire qu'il faut le programmer, il faut le découper, il faut... Ah oui, mais alors pour le découper, il faut qu'il y ait 40 lots de viande qui correspondent à l'animal. Sinon, je fais quoi du reste? C'est vrai que dans les systèmes industriels classiques, comme finalement rien n'a vraiment de valeur, eh bien on solde la moitié de la vache, c'est-à-dire toute la partie avant, c'est un prix soldé, ça va faire du steak haché industriel à très bas prix. Ils essaient de se récupérer sur l'arrière. Vous voyez, donc il n'y a aucun sens. Ici, non, on estime que tout a de la valeur et il faut donc tout respecter, tout valoriser. Donc c'est une approche qui est complètement différente. Alors il faut rentrer dans cet état d'esprit-là où on sait que toute la viande qui a été découpée a la même qualité, mais elle a une énorme qualité. Donc c'est un produit précieux, donc qu'on se doit de tout valoriser au mieux et que tout soit vendu, il n'y ait aucune perte. Nous, là, quand c'est ça aussi qui est quand même hyper important. Vous disiez tout à l'heure que dans les restaurants, dans les cantines, vous avez 50% des produits agricoles, y compris la viande, qui finit à la poubelle. Nous, dans notre système ici de vente directe du bœuf d'herbe, sur mon animal, eh bien, sur un animal de 350 kg, je vais avoir en rendement net de viande 220 kg. C'est énorme. Sur les 220 kg, c'est 220 kg qui vont être consommés intégralement. D'accord.
je n'ai aucune perte sur l'ensemble de la filière. Dans la filière traditionnelle, c'est différent, c'est pas les mêmes valeurs en général? Ben non, mais pourquoi? Parce que la mise en commerce, par exemple, ils vont prévoir plus qu'ils vont pouvoir vendre. Oui. Le stock va vieillir. La DLC est trop proche. Ah ben, 3 jours avant la DLC, donc, poubelle. Ils sortent le produit n'est plus vendable. Poubelle. Donc, voilà. Donc eux-mêmes vont déjà perdre 20% du produit qui est mis en vente. Après, le consommateur, eh bien, c'est un produit qui lui semble facile, pas super cher, qu'il a acheté plus ou moins en promo, et donc il n'y prête pas une attention très particulière. Il l'oublie dans son frigo, il se dit ah, zut, la date de péremption est atteinte. Lui aussi, hop, il y en a 1 sur 4 poubelles. Voilà, alors, vous faites le cumul de tout ça, vous avez un produit agricole sur 2 qui n'est pas consommé en France et qui est directement détruit. Ou détruit à l'agriculteur au début de la production. C'est valable par exemple même pour les choux, les betteraves, les carottes, les haricots. C'est un non-respect de la vie. C'est un non-respect de la vie. Et déjà à partir de ça, comment on peut avoir une bonne conscience si on ne respecte pas la vie qui nous nourrit? Voilà, et donc c'est pour ça que là-dessus, il faut prendre donc conscience de ce que l'on consomme. Tout ce qui sort de la terre est noble et a de la valeur. Donc il faut le respecter, ne pas le polluer, ne pas faire rentrer dans la chaîne de produits chimiques, comme dans l'élevage, ne pas rentrer d'antibiotiques, ne pas rentrer d'antiparasitaires, qui sont catastrophiques pour la santé. Oui. Là, vous avez des produits qui sont des neurotoxiques partout. Ça, c'est encore un prochain scandale. C'est partout. Mais ça a une co-responsabilité dans toutes les maladies neurodégénératives. Oui. Alzheimer, Parkinson. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, là, en élevage, ça n'existe pas. C'est un sujet tabou un peu, non? Sujet tabou partout. Ouais. Moi, dans notre système, là, le bœuf d'herbe, c'est zéro. C'est zéro, y compris sur ces domaines-là. Antiparasitaires, je ne connais pas. D'accord. Vos vaches peuvent en avoir des parasites, mais... Oui, mais c'est parce qu'on sait le gérer. Je gère l'immunité de mes animaux. D'accord. Par l'acquisition de l'immunité au niveau du pâturage, donc c'est un savoir-faire qu'il faut avoir. C'est-à-dire un contact très précoce avec les parasites que sont les strongles, mais en faible quantité, en faible pression. Ensuite, ramener des fourrages secs, parce que ça permet à des phases d'infestation fortes, qui sont surtout août-septembre, eh bien, de diluer l'alimentaire de façon à ce que l'immunité de la vache ne soit pas débordée. Et elle le gère et ça se passe très bien. Et si j'ai 2 animaux, 3 animaux qui ne le gèrent pas, je les sors du troupeau, isoler un petit peu, quoi. Je les isole, je les mets plus au foin et je leur donne de l'argile, du charbon de bois. Vous faites ça 3 jours. Plus rien. Nickel. Et le coût, 0. Bah oui. En plus. Alors, les tout débuts d'installation, le vétérinaire me faisait tellement peur que sur 4, 5, 7 animaux, quand ils étaient un peu débordés, j'utilisais des antiparasitaires de synthèse. J'ai vite compris, 1, c'est une ruine, 2, c'est quand même produit toxique avec tête de mort partout. C'est vrai. Et vous donnez ça aux vaches. Voilà, vous le retrouvez dans le lait, dans la viande, voilà. Rien ne se perd, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Tout à fait. Le chimiste. Donc c'est pas nouveau. Et donc l'autre aussi inconvénient, c'est que je m'étais aperçu, 1, ça coûte très cher, mais 2, c'est très peu efficace. C'est-à-dire que quand vous les utilisez, eh bien, 1 mois après, le même animal, eh bien, vous êtes amené à le réutiliser. Il s'est réinfesté, et comme son niveau immunitaire... C'est ça, en fait. On a tout détruit à l'intérieur. Encore une fois, la nature est bien faite. Quand on apprend au système immunitaire comment fonctionner, il fait son job, il fait son boulot. Enrichir notre système immunitaire. Donc, vous comprenez bien que mon système, c'est pas de rien faire. Parce que moi, c'est un système où ça demande plus de compétences d'éleveur. C'est comme un paysan bio qui est maraîcher ou qui est céréalier. Ça demande un niveau de technicité en bio beaucoup plus important qu'en conventionnel. Parce qu'ils sont devenus juste des salariés de l'agro-industrie. Ouais. Et ils ont des alertes, on leur dit traite avec tel produit, telle quantité, tel... Donc vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Être paysan bio
à un système comme là, le bœuf d'herbe, de comprendre la nature. Voilà. Ça vous... Et de travailler avec et de lecture. Donc ça nécessite d'être très responsable et d'avoir une grande culture, d'être très curieux et de finalement de connaître ces lois biologiques qui existent, de les comprendre, de les respecter, de les mettre en œuvre. Et quand vous êtes dans un système harmonieux, ça fonctionne bien et donc vous n'avez pas de maladie. Parce que vous savez les décrire avant. Vous avez les signes, les avant-signes. Oui, les prévenir. C'est ce qu'on dit aussi avec l'alimentation paléo, c'est voilà, c'est vraiment en fait on respecte les choses, qu'on mange ce qu'on est fait, tout se passe bien quoi. Si on vit en harmonie, en respectant la nature. Oui, et on le voit très bien. Nous, quand on a la comptable qui vient, donc une fois par an pour les comptes de la ferme, elle est tout le temps stupéfaite par les lignes frais vétérinaires qui sont ridicules. Ouais. Et les produits, il y a un bas. Et elle disait, mais... Et quand elle regarde par rapport aux pertes, on a très peu de pertes. Ouais. Parce que c'est juste des accidents de village, donc ça va qu'un veau. Et elle disait, mais vous n'avez jamais de veau né mal formé. Alors que c'est une recrudescence depuis 10 ans dans les fermes autour de moi. Ah ouais. Voilà, qui sont intensifs et conventionnels. Et la comptable dit, mais il y a vraiment une recrudescence des malformations. Nous, c'est quelque chose, historiquement, que je n'ai jamais eu. J'ai eu, par exemple, un avortement spontané, parce que... oui, mais ça arrive, c'est la nature. Voilà. Et souvent des fois... Chez les humains aussi, ça arrive, ça. Et souvent aussi, des fois, ou provoqué par des gelées, donc quand elles sont au pâturage, oui. Donc elles ont mangé de l'herbe trop gelée, ou aussi, ça arrive d'avoir été bousculé à un mauvais stade, à un mauvais moment, ça va provoquer l'avortement spontané. Ouais. Mais c'est rarissime, c'est une fois tous les 2 ans. Ouais. Et par contre, eux, c'est des malformations à la naissance, avec une patte en plus, 2 têtes, enfin des choses monstrueuses. Ouais. Voilà. Mais ça, on n'a jamais. Mais ça, c'est l'accumulation de tous les produits chimiques qui remontent de la chaîne alimentaire. Ouais. Ils finissent par payer, quoi. La nature... Et est-ce que vous saviez le nom d'éleveurs en France de bœufs d'herbe? Vous avez une estimation? Parce que c'est ce qu'on nous demande. Nous, on est à Nantes, donc ça nous arrange bien. On a beaucoup de gens qui nous suivent de toute la France. Eh bien, on est relativement peu nombreux. Par contre, moi, je vois là dans notre groupement, j'ai beaucoup d'éleveurs qui me demandent à pouvoir rentrer dans le groupe. Donc, il y a un groupe ouvert. Le but, c'est justement ça, de pouvoir essaimer partout, aux 4 coins de la France. Aujourd'hui, ce qui nous manque encore pour faire encore vraiment évoluer le groupe, parce que je pense, enfin c'est le seul moyen d'inverser l'agriculture, il faut changer de modèle. Et le changement de modèle, il vient uniquement par la prise de conscience des consommateurs, de leur réorientation de leurs achats. Et quand ils déplacent les achats et qu'ils achètent du bœuf d'herbe, ça permet d'avoir de la demande et donc que des éleveurs puissent intégrer le groupe. Et parce qu'ils attendent que ça, les éleveurs, ils sont pas fous. Et ils s'aperçoivent que ça leur permet de vivre dignement. Ils ont vraiment pas, je veux dire, ils se lèvent pas le matin en se disant tiens, je vais toujours produire plus, malmener mes animaux. Ils s'y retrouvent pas dans ce système-là. Au fond d'eux, il y a quand même une grande majorité, ils ont envie de respecter. Il y a une conscience quand même qui est là. Mais oui. Le problème, c'est qu'ils sont acculés et tout le monde leur envoie des signaux contraires en disant si, la voie est mauvaise, mais vas-y, t'as pas le choix, tu vas dans le mur, mais vas-y. Et toujours plus vite. Ouais. Alors, on t'aide en plus. Mais oui, en plus on t'aide. Et sinon, t'es pas aidé. Le problème, il est là. Donc ici, les gens quand même prennent conscience. Et là, avec la crise agricole à répétition, et qui voient que c'est un non-sens, là vraiment il y a une vraie prise de conscience. Mais il faut vraiment, c'est des consommateurs en plus. Ouais. Donc moi je dis pas qu'il faut plus de consommateurs de viande. Il faut que les gens qui consomment de la viande industrielle abandonnent toute la viande industrielle, le porc, la volaille, tout ce qui est produit en industriel, tous les plats cuisinés industriels, ça n'a aucun intérêt à consommer. Tout à fait. Il faut donc fermer les élevages industriels, remettre les animaux en plein air, que ce soit de la volaille, avec des parcours herbeux pour la volaille. Pour le porc, il doit être
fin d'engraissement sur paille, mais tout le reste de la vie et en maternité, ça doit être plein air et profiter. Et aussi manger de l'herbe, manger des racines, et pas juste être bourré de farine non plus. Ouais. Bon, pour la volaille, c'est pareil. Et pour les vaches, c'est le plein air et le système herbe intégral, parce que c'est la base de la santé. Et puis c'est la base aussi de rendre des éleveurs heureux, fiers de ce qu'ils produisent. Parce que quand même, quand vous voyez la qualité de ce qu'on produit, vous êtes vraiment fiers. J'ai bien fait mon boulot, quoi. Vous dites, je suis bien le premier maillon de la chaîne de la santé. C'est pas le médecin. Les gens le confondent. Le médecin vient en curatif, c'est trop tard. Bien trop tard. Le premier maillon de la santé, c'est l'agriculteur, le maraîcher, l'éleveur. Exactement. Avant même qu'on le consomme, c'est comment ça pousse. Voilà. Donc, fonction du lien que vous avez avec, de comment vous respectez le producteur qui est le premier maillon, c'est-à-dire celui qui va produire vos facteurs de santé, c'est-à-dire l'aliment qui va constituer vos cellules, votre flore intestinale. On est ce qu'on mange. Voilà. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, contribué à beaucoup de recherches sur les flores et sur la remontée de la chaîne alimentaire, donc des flores du fourrage des vaches, qui remontent donc dans la vache, dans son intestin, dans ses produits, c'est-à-dire dans la viande qu'elle va produire, mais dans le lait pour les produits laitiers. Ça remonte toute la chaîne. Après, le consommateur va consommer la viande ou le lait. Eh bien, le consommateur va faire remonter les flores bactériennes dans son propre intestin. Vous êtes ce que vous mangez. Donc, si vous avez mangé de l'intensif, du hors-sol, de la souffrance, des antibiotiques, des hormones. Vous allez avoir une flore pathogène massive, bourrée de coliformes, de levures, de moisissures, tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qui est pro-inflammatoire. Vous avez une flore qui est pathogène, déstructurée, que des mauvaises flores en majorité. Alors vous vous étonnez d'être ballonné, d'avoir des maux de tête, de mal dormir. Oui, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Si on mange de la merde, on a des cellules de merde. Tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que fait un laboratoire de biologie quand il veut identifier une souche virale ou bactérienne? Ils utilisent les milieux de culture. Ça veut dire quoi un milieu de culture? Ça veut dire que fonction du milieu qui est propice à telle ou telle bactérie. Ça veut dire que fonction de ce que vous donnez à manger aux bactéries, vous allez développer telle ou telle population. Donc c'est gravissime en conséquence. Ça veut dire que fonction de ce que je mets dans mon intestin, je vais attirer ou des flores pathogènes ou des flores biogènes. Donc toutes les flores qui sont lactiques et favorables à la santé, vous les avez uniquement dans des systèmes qui respectent l'animal et qui respectent la physiologie. Donc là, des systèmes herbes, des systèmes bio, et vous allez faire remonter donc les flores lactiques. C'est pour ça que c'est très très important. Tout à fait. Et les gens sont fous parce qu'ils n'ont pas conscience que ils font remonter les problèmes avec l'antibiorésistance, c'est-à-dire que les bactéries qui vont manger avec la viande ou le lait qu'ils vont consommer amènent l'information à leurs propres bactéries dans leur intestin de comment résister aux antibiotiques. C'est gravissime. L'antibio, c'est anti-vie. Oui, c'est gravissime. Ici, dans nos systèmes, on n'utilise aucun antibiotique. Ça veut dire qu'au lieu de faire remonter des informations qui sont contraires à votre santé, qui apprennent à vos bactéries comment résister contre votre propre santé, ici, on va faire remonter des flores lactiques qui vous ramènent l'information et la suprématie des flores qui sont favorables à la vie. Et il y a une étude de Consumer Reports, donc c'est la première association de consommateurs américaine. On fait un test produit en faisant analyser plus de 200 kg de steak haché en fonction du mode d'élevage, c'est-à-dire mode d'élevage durable, système herbe en bio, plein air, mais aussi système sans antibiotiques, mais conventionnel, et système feedlots intensif. Eh bien, résultat des courses, vous avez 3 fois moins de coliformes dans les viandes qui sont produites à l'herbe et en bio, système extensif. Et vous avez des flores lactiques puissantes.
Donc voilà, la démonstration est faite. C'est Hippocrate, le père de la médecine, qui disait que ton aliment soit ton premier médicament. On en est là. Alors, une dernière question avant de nous quitter. Donc nous, dans l'alimentation paléo, on prône peu de consommation de viande, en tout cas moins que ce qui se fait actuellement. Vous en pensez quoi, vous? Disons que par rapport à la consommation de viande, il faut en consommer moins, mais de bonne qualité. Et disons, bonne fréquence, c'est d'en consommer 2 fois par semaine. Et déjà, dans les consommations de viande, il y a vraiment un gros ménage à faire, parce que tout ce qui est produits industriels transformés, c'est à exclure. C'est-à-dire tout ce qui est jambon blanc, tout ce que vend l'agroalimentaire là, dans les linéaires de grande surface, c'est à exclure. Il faut manger des produits agricoles bruts. Au niveau donc la viande, tout ce qui est porc industriel, c'est à exclure. Ça n'a aucun intérêt. La dinde, les poulets hors sol, ça vous amène que des problèmes. Donc c'est du poulet de ferme bio, parce qu'autrement vous faites remonter tous les pesticides, les OGM, l'antibiorésistance, donc ça c'est une catastrophe, que ce soit pour le porc, que ce soit pour la volaille, pour le bœuf. Et même moi, nous là on est une famille d'éleveurs pionniers en bio, et de la consommation de viande on en consomme 2 fois par semaine. Et même du bœuf, c'est une fois par semaine, voire des fois même une fois tous les 15 jours. Par contre, on va se régaler avec un pot-au-feu. Donc et dans ce cas-là, on va même en manger 2 jours de suite. Ouais, et on est 15 jours sans en manger. Ouais, on mange beaucoup de légumes, et puis un petit morceau, un peu de morceaux de viande. Et là, ça a du sens, parce que donc il faut consommer moins, en moins grande quantité, en moins grande fréquence, avoir plus de repas végétariens. Et simplement, ça permet aussi de ne pas exploser le budget. C'est meilleur pour la santé. Il faut savoir que la viande, ça reste un produit, et il doit rester un produit de luxe, c'est-à-dire que ça a une haute valeur, c'est un produit hyper qualitatif, et il faut y garder sa valeur. Donc c'est quelque chose de précieux, qu'on doit consommer avec parcimonie. Par contre, ça amène des protéines très nobles, d'extrême qualité, des graisses qui sont de très grande valeur, riches en oméga 3 et en acides gras essentiels quand la vache est élevée 100% à l'herbe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'il faut consommer moins de viande. C'est ce qu'on prône aussi. C'est bien. Et c'est quand même assez agréable d'entendre un éleveur qui dit qu'il faut favoriser une alimentation végétarienne. Enfin, pas exclusive justement. Oui, disons que moi je pense qu'il y a une troisième voie, c'est-à-dire que d'un côté il y a le végétarisme intégral, d'ailleurs qui pose pas de problème, parce que souvent on dit mais qu'est-ce que vous pensez, est-ce que le végétarisme c'est un danger? Non, c'est certainement pas les végétariens qui sont une menace pour la planète. Par contre l'industrie de la viande et l'agroalimentaire, oui. Ça veut dire que entre ne pas en manger et manger de la viande industrielle qui est néfaste pour la santé, pour l'animal en premier et pour la planète, il y a une troisième voie, c'est de manger avec respect des animaux qui sont bien élevés. Ça veut dire forcément en plein air, libre, quand c'est des bovins à l'herbe, et je disais pour le porc, voilà. Des races rustiques, des croissances lentes, ça c'est le triptyque de la bonne consommation et de la bonne qualité. Et c'est vrai que consommer moins de viande et réduire par exemple la production de toutes les viandes industrielles, qui sont vraiment là à restreindre directement. Pourquoi? Parce qu'elles sont responsables des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, aussi fortement que les transports. Donc vous voyez, c'est 18% des gaz à effet de serre. Donc ça a un impact climatique vraiment très grave. Les gens n'en ont vraiment pas assez conscience. Et
finalement, c'est faire du bien à tous. C'est faire du bien à la planète, faire du bien aux consommateurs, faire du bien à l'animal. L'animal n'est pas fait pour vivre esclave en hors-sol dans des conditions pitoyables. C'est ça. Voilà. Si vous voulez envoyer quelqu'un au diable, envoyez-le dans les conditions qu'un animal... c'est exact. Oui, c'est exactement ça. Hein. Et en plus, ça rend même pas l'éleveur heureux. Vous voyez bien que le système breton est arrivé, fonce dans le mur. Ils sont en faillite. Pourtant, ils sont hyper productifs. Ils ont toujours fait plus. Les truies, ils sont arrivés à faire 14-15 cochons à chaque naissance. Enfin, c'est un système hyper productif. L'éleveur ne vit pas. Le cochon vit très mal. Le consommateur, ça donne des viandes qui ne valent rien, néfastes à la santé, des diabétiques, des obèses, des maladies en veux-tu en voilà. Enfin, voilà, faut juste changer de système. Il faut changer de système agricole et changer de système de consommation. Et trop souvent, c'est le consommateur qui ignore que le pouvoir, c'est pas le politique, c'est lui en tant que consommateur en déplaçant les achats. Ou je finance mon bonheur, le bonheur des autres, le respect de la planète, de mon environnement, ou je finance mon malheur. Et le consommateur n'a pas suffisamment conscience que c'est lui qui est acteur de son bonheur ou de son malheur. Je dis souvent que ce qu'on met dans notre assiette a plus de poids que ce qu'on met dans le bulletin de vote. Mais vous avez complètement raison. Pourquoi? Parce qu'on consomme tous les jours. Cet acte de consommation et d'achat, le financement, c'est-à-dire vous participez à financer un système qui vous broie ou qui vous aide, qui vous respecte ou qui vous nuit. Mais vous le faites tous les jours. Donc ça a beaucoup plus... L'impact économique est beaucoup plus fort qu'un bulletin de vote, un coup tous les 5 ans. Et encore, quand vous votez, entre guillemets, mal, c'est-à-dire qu'on aurait voulu que vous votiez différemment, on l'a vu pour la Constitution européenne, eh bien, on passe à côté de votre vote. C'est-à-dire l'ensemble des Français a pu voter d'un sens. Si pour l'establishment ou l'agroalimentaire, vous avez mal voté, eh bien on fait revoter les Français ou on squeeze leur vote. Donc c'est bien la preuve que le plus grand acte citoyen, c'est l'acte d'achat. Et vous avez complètement raison. Ou de non-achat. Oui. Et voilà, donc du coup, merci en tout cas pour cette visite, Pierre. C'était super intéressant. On a appris pas mal de choses et on a vu vraiment que voilà, c'est super bien d'avoir des gens comme ça qui respectent la nature, qui font des choses bien, qui sont en accord avec nos principes. En harmonie avec la nature. Voilà, c'est super chouette. Écoutez, moi c'était agréable pour moi parce que c'est la première fois où en fait je sais que les propos ne seront pas censurés. Il n'y aura pas de censure, il y aura peut-être un peu de coupage que voilà. On a fait très long, mais il n'y aura pas de censure en tout cas. Parce que la grande difficulté, c'est qu'on est dans un pays où on vous dit liberté d'expression absolue. Ils sont tous Charlie, mais par contre, pour ce qui dérange et qui peut instruire les gens, eh bien, ils coupent systématiquement au montage. Mais au contraire, on mettra en valeur les parties qui nous touchent particulièrement. En tout cas, merci Pierre. On vous met donc en dessous l'adresse du site de Pierre, donc c'est leboeuf.fr. Allez-y, vous allez voir qu'on peut aujourd'hui acheter de la viande de très bonne qualité pour vraiment pas cher. Et on vous encourage vraiment à aller acheter la viande de Pierre. Voilà. En tout cas, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!